après cette phase d'industrialisation, arrive la phase de passage à l'échelle. Et pour vous parler de ça, j'appelle Arthur et Willy. Ils m'ont demandé de ne pas les présenter, ils vont se présenter eux-mêmes. Et on va vous parler de partenariat entre start-up et grands groupes. Donc Arthur et Willy. Merci Eva, bonjour à tous. Willy, alors tu fais quoi toi? Salut Arthur, moi je suis directeur des opérations d'AFAE. AFAE, qu'est-ce que c'est AFAE? AFAE du groupe Airbus, tu connais pas? Le plus Airbus. grand avionneur du monde? Ah si, Airbus, tout le monde connaît, mais AFAE, c'est pour faire de la formation? Alors AFAE, c'est en effet Airbus Flight Academy Europe. C'est la première académie du groupe Airbus qui forme des pilotes de ligne à Angoulême. Ah mais c'est génial, ça, vous avez besoin d'avions pour former, mais nous on est un constructeur aéronautique, ça vous intéresse? Vous auriez des besoins? Alors oui, en effet, dans la formation, notamment dans la formation initiale, j'ai besoin d'avions légers, avec une maintenance qui coûte pas cher, des avions qui font pas de bruit, des avions qui consomment peu, et aussi des avions très sécures. Oh mais le hasard est vraiment bien fait, ça tombe bien, on a exactement ce qu'il vous faut. Donc nous, chez Elixir Aircraft, on a conçu un avion complètement révolutionnaire, ultra léger, ultra performant. Et comment on a fait ça? On a révolutionné la manière dont on fait les aérostructures des avions, le squelette des avions. Et en faisant ça, aujourd'hui, on a l'avion de formation le plus propre de la planète. On réduit de 70% les émissions de CO2 pour former des futurs pilotes de ligne. Et au passage, on a un avion qui prend beaucoup moins de temps à maintenir, qui est produit en France, 100% en France, et qui est aussi beaucoup plus accessible et qui permettra justement à des jeunes de milieux pas forcément ultra favorisés d'accéder à cette formation. Très bien. Et votre avion est certifié? Alors notre avion est certifié, après 6 ans de dur labeur, on a réussi à le certifier, mais je vous invite à venir visiter l'entreprise parce qu'on va pouvoir bientôt commencer à les livrer. Avec plaisir. Et là on a la chance d'accueillir toute une équipe d'Airbus Flight Academy chez nous qui va auditer l'avion, la technologie, les équipes, les finances, tout ce qu'il faut, etc. Et à la fin, Airbus repart convaincu et a envie de passer à l'étape suivante. Écoute, Arthur, c'est génial, mais j'aurais besoin quand même de quelques compléments d'information parce que donc je vais t'envoyer un RFI, un Request for Information, parce que pour ma commission interne de validation des investissements, j'ai besoin de ça. C'est le process, c'est obligatoire, donc tu peux pas y chez HP. Bon, là, les emmerdes commencent, hein. Clairement. On est content de vendre des avions à Airbus, c'est génial, mais ils veulent de la paperasse, beaucoup de paperasse et encore de la paperasse. Et quand ils sont venus, on était 20. On s'apprêtait à produire le premier avion, il a fallu mettre les bouchées doubles, travailler comme des fous pour être capable de fournir de la documentation, mais ça a marché. Mais en fait, j'aurais besoin aussi d'un petit complément. Ton avion certifié, c'est bien, mais j'ai besoin d'avoir un tableau de bord full glass cockpit, parce que pour ma formation, j'ai d'autres avions qui ont des full glass cockpit, et j'ai besoin pour le continuum de formation d'avoir ce petit détail en plus. Alors Airbus commande 4 avions, c'est génial, on s'apprête à les construire, mais non, ça leur va pas. Finalement, après 6 ans à concevoir un avion et à le certifier, en 3 mois, il faut qu'on leur fasse un nouveau tableau de bord. Mission impossible, mais on s'y attelle quand même parce que Airbus, c'est la meilleure vitrine qu'on peut imaginer pour vendre des avions dans le monde. Et finalement, après quelques mois de travail, on arrive à concevoir certifié, puisque dans l'aéronautique, on est obligé de tout certifier. Il faut bien imaginer que Elixir, petit avion, 2 places pour faire de la formation, on a exactement la même norme que le groupe Airbus quand on veut faire un avion. Sauf qu'on n'est pas 10 000 pour certifier un avion, on est une dizaine. Félicitations pour votre certification. Mais en fait, j'ai besoin de décarboner un peu plus ma formation. Et donc, j'ai un carnet de commandes, j'ai beaucoup de compagnies aériennes qui tapent à la porte pour envoyer leurs cadets. Et donc, je vais te commander 4 avions supplémentaires, s'il te plaît. Génial. On va livrer 8 Elixir pour remplacer des avions d'ancienne génération, des avions beaucoup plus brillants, beaucoup plus polluants. Et ça y est, on a commencé les livraisons il y a quelques mois. On livre le 5e la semaine prochaine, dans pas loin de 5 jours. C'est génial. Et Airbus commence à opérer les avions. Bon, ça y est, les emmerdes sont derrière nous. Ah non, les avions c'est bien, mais j'ai besoin maintenant de ta part d'un peu plus de support. J'ai besoin de suivre ton calendrier de production et la livraison des avions, parce que moi derrière, il faut que j'enchaîne mes calendriers de formation. Comme je suis certifié par 145 en tant qu'organisme de maintenance, j'ai besoin d'avoir de la documentation technique, des job cards assez précises. J'ai besoin aussi d'un service de support logistique, parce qu'il faut que je maîtrise mes coûts de maintenance. Finalement, c'était bien de créer une boîte et de ne pas avoir de clients. Et le jour où il y a les clients, finalement, les emmerdes commencent. Et on croit que c'est fini et ça continue.
Donc Airbus nous lance un nouveau challenge, fournir une documentation comme Airbus fournirait à ses compagnies aériennes. Sauf qu'encore une fois, on est une petite équipe. Et encore une fois, on met les bouchées doubles. On a la chance d'avoir des gens passionnés et ultra impliqués dans l'aventure. Et on continue. Aujourd'hui, le partenariat grandit, mais pas sans difficulté. Et c'est aussi un énorme moyen de nous former, parce que apprendre au contact du client, il n'y a pas d'autre école. Et apprendre au contact d'Airbus, c'est la pire, mais aussi la plus formatrice des expériences. Arthur, sky is not the limit. Merci Willy. Donc Elixir Aircraft, 165 collaborateurs sur l'aéroport de La Rochelle, 6500 m² de production, bientôt 23 000 m² de production. L'objectif, c'est d'atteindre les 500 collaborateurs d'ici 3 ans et de produire à peu près 400 avions par an. Aujourd'hui, nos clients, c'est les grandes écoles de formation partout dans le monde. Airbus, c'est la vitrine, c'est le plus impressionnant, mais il y en a des milliers dans le monde qui ont toutes besoin d'avions, toutes besoin de former des pilotes, parce qu'aujourd'hui, si Airbus, mais aussi Boeing, il ne faut pas trop le dire, veut vouloir produire des avions, il faut fournir des pilotes, et donc il faut fournir des avions de formation. Si vous connaissez des talents qui ont envie de nous rejoindre, elixiraircraft.com, vous n'hésitez pas à candidater, à en parler autour de vous, et on a besoin de vous. Merci beaucoup, Willy. On va appeler maintenant Arthur, Léopold Léger, Tristan Morel. Je vais appeler Tristan Morel pour nous rejoindre. Merci, Willy. Alors, Tristan, avancez-vous dans la lumière. Tristan, vous êtes le CEO et le fondateur de Umiani. Et vous cumulez très beaux chiffres. Vous avez 25 ans, 32 millions d'euros de levée de fonds, 130 personnes, 4 sites pour 4 ans d'existence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que fait Umiani ? Et j'en profite pour directement vous demander les 3 conseils que vous donneriez à toutes les personnes qui voudraient arriver au même niveau que vous. Alors Nicolas a dit que j'avais 29 ans, vous avez dit que j'avais 25, c'est la moyenne, j'ai 27. On m'a dit 25. C'est ce qu'on pense. Donc 27. Je suis le cofondateur et CEO d'Umiani. On est une food tech industrielle qui est spécialisée dans un procédé propriétaire de texturation qui nous permet de transformer à peu près n'importe quel gel qui contient des protéines végétales dans une texture fibreuse qui va ressembler vraiment aux muscles de la viande. On commence par un blanc de poulet à base de végétaux qui va remplacer tous les blancs de poulet que vous allez pouvoir acheter dans des restaurants. Voilà. Donc si j'avais 3 conseils à donner, je dirais le premier et le plus important, c'est de suivre sa passion, surtout quand on lance une entreprise industrielle, parce que construire une usine, c'est des montagnes russes émotionnelles. Et donc c'est très difficile de rester accroché si on ne sait pas pourquoi on fait ça. Le deuxième conseil, c'est la rapidité d'exécution. C'est sans doute ce qui va vous garantir, premièrement, de bien manager votre trésorerie, deuxièmement, de garder vraiment les meilleurs talents avec vous, et troisièmement, de rester vraiment concentré sur le cœur de la création de valeur et pas se disperser sur des choses qui sont un petit peu banales. Et j'en ai donné 2, c'est ça ? Et le troisième conseil, je dirais sans doute un conseil assez important qui peut être assez difficile quand on monte une entreprise industrielle parce que entre le lancement d'une usine, de la construction d'une usine et l'arrivée sur le marché, il se passe du temps. Et ce temps-là, c'est un temps pendant lequel le marché évolue. Donc les clients évoluent, les consommateurs évoluent, la disponibilité de cash sur les marchés évolue et donc votre plan va changer. Et donc il faut être prêt à arriver sur le marché de la meilleure manière possible. Et on n'a qu'une seule chance pour entrer sur le marché. On n'a qu'une seule chance pour démontrer au monde que le produit que vous avez créé est le meilleur. Et donc, il ne faut vraiment, vraiment pas se planter sur ce point-là. Merci beaucoup. Très bien, oui, merci. Donc, pour cette phase de scale-up, on a là aussi besoin de financement. On a besoin de financement et pour parler de cela, je vais appeler Christophe Gégou, qui est le partenaire fondateur de Yota. Christophe, je vous laisse prendre un micro.
Je vous laisse avancer dans la lumière, Christophe, avec nous. Et avant d'être investisseur, vous étiez numéro 2 des programmes scientifiques du CEA. Et vous avez été au bord de plusieurs startups. En tant qu'investisseur et ancien entrepreneur, comment pouvez-vous envisager le passage à l'échelle d'une startup? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette phase-là? Alors, je pense qu'effectivement, j'ai eu la chance d'être au bord de pas mal de startups, dont 2 sont devenues des entreprises cotées au SBF 120. Donc, c'est une transformation assez radicale et assez enthousiasmante de commencer dans de petites entreprises et de se retrouver tout d'un coup au bord des premières sociétés cotées du pays. Alors, comment ça s'organise l'investissement? En fait, c'est un peu dans la phase de scale-up comme dans les autres phases. Si vous êtes créateur d'entreprise, vous avez votre entreprise, votre projet, vous voulez grandir, scaler, vous allez voir un investisseur, vous attendez de l'argent et vous repartez avec des questions. En général, c'est toujours comme ça, quelle que soit la phase. Vous attendez effectivement de convaincre. Vous arrivez sans doute avec des business plans qui montrent qu'avec une mise initiale, on peut atteindre le bonheur, la rentabilité en quelques années. C'est important, le planning, c'est important de bien s'entourer, mais je voudrais insister peut-être sur 3 facteurs de succès qu'on oublie un petit peu parfois et qui, d'après ma petite expérience, sont absolument clés. La première condition, je crois, de réussite du scale-up, c'est de bien comprendre que même si vous êtes sur une innovation matérielle de forte qualité, elle ne sera pas forcément adoptée. L'innovation, tout le monde en parle bien, mais en réalité, ça dérange l'innovation. L'innovation perturbe, l'innovation casse des intérêts acquis. Regardez sur les bétons bas carbone, les technologies existent depuis des décennies, et pourtant, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la production de béton soit décarbonée. Et donc, lorsque vous allez investir lourdement dans des capacités, votre métier, si vous êtes entrepreneur de l'industrie, ce sera aussi d'oser le lobbying, oser aller voir les décideurs publics. Les grands groupes le font. Vous serez forcément un challenger et c'est un aspect très très important. Avec Jérôme, on était tous les 2 investisseurs, qui est passé tout à l'heure, on était investisseurs dans une société qui transforme les bus scolaires en bus scolaires électriques et convaincre les élus locaux, convaincre ceux qui sont les acteurs de la réglementation, c'est absolument majeur. Deuxième condition de succès qui me semble importante et pas toujours complètement prise en compte, c'est qu'il faut absolument réussir en meute, si je puis dire, chasser en meute et réussir en écosystème. Ce n'est pas un entrepreneur qui réussit. Évidemment, ce n'est même pas simplement l'équipe autour de l'entrepreneur qui réussit, c'est tout un écosystème. Et on l'a déjà vu, je crois, dans les exemples. Pour pouvoir scaler, je pense que c'est très important d'avoir des liens très forts avec l'amont, par exemple avec la recherche. Vous l'avez dit, j'ai passé pas mal de temps. J'ai en tête une société comme Diabeloop qui a développé des traitements pour le diabète avec un ancrage très fort dans la recherche publique. Et puis un ancrage sur l'aval avec un grand adopteur, on a vu Airbus à l'instant, ou un client, ou les hôpitaux, s'agissant de l'entreprise que je viens de citer. Je pense que c'est très important de chasser en écosystème. Et si vous ne pouvez pas donner de l'argent aux laboratoires de recherche, ou si vous ne pouvez pas faire des avances de fonds à vos clients, donnez-leur de l'amour, c'est déjà beaucoup. Ça a l'air peut-être naïf ce que je dis, mais c'est très important de féliciter, d'avoir un succès collectif. Je pense d'ailleurs que quand j'étais au CEA, j'avais toujours eu à cœur que les réussites, quand il y avait des plus-values, aillent en partie vers les laboratoires de recherche. Le succès des entrepreneurs, c'est le succès de tout un écosystème. Soignez votre écosystème. Troisième facteur de succès, et j'arrête tout de suite, c'est aller tout de suite vers le meilleur de la technologie numérique. Je pense que c'est très important, la ministre va en parler. C'est pas parce que vous faites une petite entreprise que vous ne pouvez pas aller au meilleur des technologies. Je pense dans la salle, il y a des fondateurs de Vercor, levé 2 milliards, vous pensez tout de suite à la meilleure usine possible. Même si vous investissez quelques dizaines de millions, vous allez tout de suite vers le meilleur de l'usine numérique. Quelques dizaines de millions. Nous nous arrêterons là-dessus, sur oser y aller. Merci beaucoup. Désolée. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Et pour conclure tout ça, comme cela vient juste d'être dit, nous accueillons maintenant Marina Ferrari, secrétaire d'État en charge du numérique.
Bonsoir Marina. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Je vous en prie, avancez-vous dans la lumière. On vient de parler de recherche, on vient de parler de technologie, on vient de parler d'industrialisation. Alors, Et on vient de parler de numérique, c'est pour ça que moi j'ai le coq rouge, la French Tech. Donc vous avez vécu le lancement de la French Tech justement en 2012. Absolument, oui. L'arrivée de la Startup Nation. Oui. Donc aujourd'hui, on est en phase d'industrialisation de cette Startup Nation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors en fait, moi j'étais dans la tech avant d'être engagée en politique et j'ai vécu du côté start-up toute l'évolution de la tech française. Et je dois dire que la tech française, elle a progressé, elle est en phase de maturation. Et effectivement, on est en train de passer du concept de Startup Nation en Deep Tech Nation. Et on voit qu'aujourd'hui, notre tech, elle est en train de pousser notre industrie très très fort avec des solutions. On était tout à l'heure avec Bruno, coucou Bruno, en train de visiter des startups qui rentrent en phase d'indus. Et le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est que nos startups, c'est nos emplois d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on a 25 000 startups en France. C'est plus d'1,1 million d'emplois. Donc voilà, je pense qu'on peut applaudir tous nos créateurs aujourd'hui et tous ceux qui portent la tech française parce que c'est une vraie fierté. 1 million d'emplois. Plus d'1 million d'emplois déjà et on va continuer. Très bien. Christophe, on parlait juste avant de la recherche. Tous nos intervenants ont parlé de la recherche, on parlait des concepts mathématiques qu'il a fallu porter. Comment est-ce qu'on passe de cette phase de recherche à l'industrialisation? Alors, Christophe a raison d'appuyer sur ce point. Il a parlé aussi du CEA. Donc moi, je voudrais saluer déjà l'excellence de tous nos laboratoires de recherche, de tous nos centres de recherche. La France, aujourd'hui, on est regardé pour nos talents. On a plusieurs prix Nobel dans différentes disciplines. Et si aujourd'hui, on arrive à avoir le lead en Europe continentale sur des technologies comme l'intelligence artificielle et le quantique, c'est parce qu'on a la chance d'avoir des formations high level, de très haut niveau et qui attirent du monde. Alors s'il y a quelques années, il fallait partir de France pour faire sa carrière, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est que nos talents reviennent en France, parce que c'est tout ce qu'on a créé en matière d'écosystème pour supporter justement le développement. Et puis, aujourd'hui, on a aussi nos talents qui restent en France, et c'est tout ce que vous avez expliqué avec le financement notamment. Le travail législatif a beaucoup progressé sur le sujet, je pense notamment à la loi Pacte. À l'époque, quand vous étiez dans la recherche publique, c'était compliqué, même s'il y avait eu des lois avant, mais c'était encore compliqué de pouvoir travailler dans le privé. Aujourd'hui, grâce à la loi Pacte, vous pouvez faire 50-50. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est cette notion d'écosystème que vous connaissez tous, mais sur lequel il faut vraiment qu'on s'appuie. Le chercheur qui demain devient entrepreneur, ou alors qui s'associe à un entrepreneur parce qu'ils ont pu se parler avant pendant cette phase de recherche. Donc c'est tout le soutien aussi sur les thèses, chiffres, etc. que nous menons. Et puis ce programme ambitieux pour aller aussi sourcer les talents où qu'ils soient, puisque vous l'avez vu, le président de la République l'a annoncé, notamment en matière d'intelligence artificielle, c'est un des segments. Mais aujourd'hui, on a créé donc 9 clusters IA et on va les doter d'argent pour aller chercher les talents, pour les faire venir aussi chez nous. Et on le voit aujourd'hui, on a des tas, y compris des majors américaines qui viennent implanter leur centre de recherche en France. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on capitalise là-dessus parce que c'est un de nos atouts majeurs aujourd'hui, c'est notre recherche et on va continuer à l'appuyer. Donc vous l'avez dit, certains participants l'ont dit également, on a la chance d'être en France et d'avoir cet accompagnement. On a la chance d'avoir cet accompagnement sur ces 3 phases qu'on a vues ce soir, l'amorçage, la première industrialisation. Je voudrais ajouter quelque chose parce qu'on développe un programme, on a fêté son anniversaire, sa première année. Il a été lancé sur Vivatech l'année dernière, c'est « Je choisis la French Tech ». Et c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, nos startups, elles sont en phase de rentabilité. Il faut le dire. Et donc, il faut investir dans nos startups. C'est un enjeu aussi qui est massif devant nous aujourd'hui, c'est celui du financement de nos startups, notamment sur le late stage. Et donc, je choisis la French Tech, c'est quoi? C'est de dire, le premier financement de nos startups, c'est pas de la sub, c'est de leur créer un marché. Et donc, pour leur créer un marché, on a une double responsabilité. Marché public, bien évidemment, l'État s'engage fortement pour offrir des marchés publics à nos startups. Et le deuxième enjeu, c'est la commande privée. Et donc aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'annoncer quand même qu'on avait 8 grandes sociétés françaises qui s'engagent déjà à hauteur de 685 millions d'euros de commandes pour nos startups. Les grands groupes ont à y gagner avec ces solutions. Et nos startups ont besoin aussi d'avoir ce marché. Voilà, c'est du gagnant-gagnant, win-win, et on y va. Belle annonce, merci. Merci à vous. Et continuez comme ça, on a besoin de vous. Merci. Merci Marina.